Ma sœur cadette m'a regardé et a déclaré « J'ai besoin de 1,5 million d'euros de ton fonds en fiducie pour mon divertissement ». À sa remise de diplôme, mes parents ont froidement ajouté « C'est ta responsabilité. Refuse, et ne nous considère plus comme ta famille ». Quand j'ai refusé, ils m'ont battu jusqu'à ce que je perde connaissance. Mais quelques heures plus tard, l'avocate de ma grand-mère est arrivée, et l'amphithéâtre sentait le parfum bon marché et la fête. J'étais assise à 3 rangs du premier, regardant Brooke traverser la Seine pour recevoir son diplôme de licence en gestion hôtelière. Ma mère pleurait. Mon père s'est levé pour applaudir. Tout le monde autour de moi agissait comme si c'était l'accomplissement du siècle, même si Brooke avait à peine obtenu la moyenne après avoir changé de spécialisation 2 fois. J'ai applaudi poliment, mes mains se rencontrant dans un rythme qui sonnait creux. J'avais 28 ans, assise là, à regarder ma sœur de 23 ans recevoir un diplôme qu'elle avait à peine mérité. Ensuite, nous nous sommes réunis chez Marcelo S., un restaurant italien chic du centre-ville, où mes parents avaient réservé le salon privé. Des lustres en cristal pendaient du plafond. Des nappes blanches recouvraient chaque surface. Des serveurs en gilets noirs impeccables circulaient avec des plateaux de prosecco. Toute la scène semblait orchestrée, comme s'ils célébraient une reine, et non une fille qui avait passé la majeure partie de ses études à faire la fête. Brooke trônait en bout de table, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules en vagues parfaites. Elle portait une robe couleur crème qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Tout le monde l'adulait. Tante et oncle l'interrogeaient sur ses projets. Les cousins la félicitaient. Mes parents rayonnaient comme si elle venait de gagner un prix Nobel. Je sirotais un verre d'eau à l'autre bout de la table, me sentant comme un meuble. Au milieu du plat principal, Brooke a tapoté sa fourchette contre son verre de vin. La salle s'est tue. Elle s'est levée, lissant sa robe avec une grâce étudiée, et a souri à tout le monde avec cette expression de reine de beauté qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « J'ai une annonce à vous faire », a-t-elle dit, sa voix claire et préparée. On m'a offert une place dans un programme international de gestion hôtelière en Suisse. C'est un master de 2 ans qui me préparera à une carrière dans la gestion de complexes hôteliers de luxe dans le monde entier. La salle a éclaté en applaudissements. Ma mère a même poussé un cri de joie. J'ai remarqué que Brooke n'avait pas dit accepter. Elle avait dit offert. La connaissant, elle avait probablement reçu du matériel promotionnel et avait décidé que cela comptait comme une acceptation. Le sourire de Brooke s'est élargi. Puis ses yeux ont croisé les miens, de l'autre côté de la table. Quelque chose a changé dans son expression, un calcul que j'avais déjà vu. Le programme coûte environ 1,5 million d'euros au total, pour tout, les frais de scolarité, les frais de subsistance, les voyages, tout, a-t-elle poursuivi. Mon estomac s'est noué. Heureusement, a dit Brooke, son regard se fixant sur moi, ma formidable grande sœur a un fonds en fiducie de grand-mère Ruth, et je sais qu'elle va m'aider à réaliser mes rêves. La salle est devenue silencieuse. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Brooke, nous devrions en parler en privé. Pourquoi? Elle a penché la tête, son sourire ne faiblissant jamais. Nous sommes tous en famille ici. Tu as hérité du fonds en fiducie de grand-mère à sa mort. Il est juste que tu le partages avec moi. J'ai besoin de cette opportunité. Mon père s'est éclairci la gorge. Ta sœur a raison. La famille s'entraide. J'en ai déjà discuté avec maman et papa, a ajouté Brooke. Ils sont d'accord pour que tu me donnes l'argent. Ce n'est pas comme si tu en faisais quelque chose d'important, de toute façon. Une chaleur m'est montée au cou. Je travaillais comme ingénieur logiciel dans une entreprise technologique de taille moyenne. Je vivais dans un modeste 2 pièces. Je conduisais une Honda de 10 ans. Le fonds en fiducie était resté pratiquement intact, car je l'économisais pour un acompte sur une maison, peut-être pour lancer ma propre entreprise un jour. Grand-mère Ruth me l'avait laissé spécifiquement parce que nous étions proches. Elle avait passé des heures à m'apprendre à coder quand j'étais jeune, encourageant mes centres d'intérêt quand mes parents les ignoraient. Cet argent m'a été légué à moi, ai-je dit doucement. Grand-mère Ruth l'a spécifié dans son testament. L'expression de ma mère s'est durcie. Ta grand-mère voudrait que tu aides ta sœur. Elle a aussi laissé de l'argent à Brooke, ai-je fait remarquer, sur un compte séparé. Brooke a balayé l'air de la main avec dédain. Ce n'était que 50 000 euros. Ça ne couvrira même pas un semestre.
Qu'est-il arrivé à cet argent, ai-je demandé. Elle a détourné le regard. Je l'ai utilisé pour des choses dont j'avais besoin. Traduction, sac de créateur, voyage à Cabo, service de bouteilles en boîte de nuit. J'avais vu les publications Instagram. Mon père s'est penché en avant, la mâchoire serrée de cette manière qui signifiait que la conversation était terminée. Cette discussion est close. Tu vas donner à ta sœur l'argent dont elle a besoin. C'est ce que fait la famille. Je ne vais pas donner 1,5 million d'euros, ai-je dit fermement. Le salon privé est soudain devenu étouffant. Ma tante s'est agitée mal à l'aise sur son siège. Un cousin a toussé. Le sourire de Brooke s'est enfin fissuré, remplacé par un choc sincère. Elle n'avait pas l'habitude d'entendre le mot « non ». Ma mère s'est levée brusquement. Alors je pense que tu devrais partir. Maman. Tu m'as entendu. Si tu ne peux pas soutenir ta sœur, alors tu ne fais plus partie de cette famille. Ne prends pas la peine d'appeler. Ne viens pas nous voir. Tu choisis l'argent plutôt que ta propre chair et ton propre sang. Mon père a hoché la tête. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois égoïste. L'ironie m'a presque fait rire. Il m'avait élevé pour que je sois invisible. Chaque réussite que j'avais obtenue avait été accueillie avec indifférence. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de promotion, ils avaient à peine assisté à la cérémonie, car Brooke avait un récital de danse le même jour. Quand j'ai été accepté au MIT, mon père s'est plaint des frais de scolarité, même si j'avais obtenu une bourse complète. Quand j'ai décroché mon premier emploi, ma mère m'a demandé quand j'allais me poser et me marier, au lieu de m'amuser avec les ordinateurs. Mais Brooke? Tout ce que faisait Brooke était en or. J'ai pris mon sac à main et je me suis levé. Très bien. Les yeux de ma mère se sont plissés. Très bien. Si c'est comme ça que tu le veux, très bien. Je ne donne pas à Brooke mon fonds en fiducie. Si cela signifie que je ne fais plus partie de la famille, alors je suppose que je n'en fais plus partie. Je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Brooke, stridente et indignée. Vous allez sérieusement la laisser partir? La chaise de mon père a raclé le sol. J'aurais dû continuer à marcher. J'aurais dû passer la porte et partir, mais j'ai hésité une seconde, juste sur le seuil. Une partie de moi, la partie stupide et pleine d'espoir, a pensé qu'il venait peut-être pour s'excuser. Au lieu de ça, sa main s'est refermée sur mon bras, fermement. Tu ne vas nulle part tant que tu n'auras pas accepté, a-t-il dit. J'ai essayé de me dégager. Lâche-moi. Il ne l'a pas fait. Sa prise s'est resserrée. Ma mère est apparue de l'autre côté, le visage tordu de colère. Comment oses-tu nous embarrasser comme ça, a-t-elle sifflé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Vous n'avez rien fait pour moi, ai-je répliqué, plus fort que je ne le voulais. Des années de ressentiment ont explosé. Vous m'avez ignoré toute ma vie. La seule raison pour laquelle vous me parlez maintenant, c'est parce que vous voulez mon argent. L'autre main de mon père s'est levée. J'ai vu le geste venir, mais je n'ai pas pu réagir assez vite. La gifle a atteint ma joue, projetant ma tête sur le côté. Une douleur a explosé sur mon visage. J'ai titubé en arrière. Ma mère m'a attrapé l'épaule, me poussant. J'ai perdu l'équilibre, m'écrasant contre le mur. Ma tête a heurté la moulure décorative avec un craquement sinistre. Ingrate, a grogné mon père en revenant vers moi. Cette fois, son poing a touché mes côtes. L'air a été expulsé de mes poumons. Je me suis plié en deux, haletante. Les ongles de ma mère ont griffé mon bras alors qu'elle me poussait au sol. Je suis tombé lourdement, ma tempe heurtant le coin d'une table d'appoint dans ma chute. Tout est devenu flou. J'ai entendu des cris. Les miens, peut-être, ou ceux de quelqu'un d'autre. Des bruits de pas martelaient le sol autour de moi. Des mains ont agrippé mes vêtements, mes cheveux. Un autre coup a atterri sur mon dos, puis un autre à l'estomac. Arrêtez, criait quelqu'un. Vous allez la tuer. La voix de mon oncle, peut-être. Je ne pouvais pas dire. La pièce tournait. Du sang a rempli ma bouche, là où je m'étais mordu la langue. La douleur irradiait de partout à la fois. Elle le mérite, a dit ma mère. Garce égoïste. Un autre coup de pied a atteint mon flanc.
L'obscurité a envahi les bords de ma vision. Je me suis recroquevillé, les bras sur la tête, essayant de protéger mes organes vitaux comme je l'avais appris dans un lointain cours d'autodéfense. Puis, plus rien. Je me suis réveillé sous des néons et le bip régulier des moniteurs. Un hôpital. Mon corps tout entier était endolori. Quand j'ai essayé de m'asseoir, une agonie a transpercé mes côtes. Doucement, a dit une infirmière en apparaissant à côté du lit, le visage bienveillant. Vous avez 3 côtes fêlées, une commotion cérébrale et beaucoup de contusions. Vous devez rester immobile. Que s'est-il passé? Ma voix est sortie rauque. Quelqu'un a appelé le 911 depuis le restaurant. Vous étiez inconsciente à l'arrivée de l'ambulance. Elle a ajusté ma perfusion. La police veut vous parler quand vous vous sentirez d'attaque. J'ai fermé les yeux. Les dernières heures me sont revenues par fragments, l'annonce de Brooke, les exigences de mes parents, les coups. Ils m'avaient vraiment battu jusqu'à l'inconscience, pour de l'argent. Un raclement de gorge s'est fait entendre depuis l'embrasure de la porte. J'ai ouvert les yeux pour voir une femme en tailleur gris, tenant une mallette en cuir. Elle avait peut-être 60 ans, des cheveux argentés tirés en un chignon soigné et des yeux bleus perçants derrière des lunettes à monture métallique. « Mademoiselle Winters » a-t-elle dit. « Je m'appelle Diane Morrison. Je suis l'avocate qui s'est occupée de la succession de votre grand-mère Ruth. » J'ai cligné des yeux, confuse. « Comment saviez-vous que j'étais ici ? » Votre oncle m'a appelé. Il était très préoccupé par ce qui s'est passé ce soir. Elle est entrée dans la chambre, ses talons claquant sur le linoléum. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Nous devons parler de votre fonds en fiducie et de la planification successorale de votre grand-mère. Mon estomac s'est retourné. Si mes parents vous ont envoyé. Ce n'est pas le cas, a-t-elle dit rapidement. Elle a approché une chaise du lit et s'est assise. En fait, ils n'ont aucune idée que je suis ici. Et après ce qu'ils ont fait ce soir, je pense qu'il est important que vous compreniez exactement ce que votre grand-mère a mis en place pour vous. Elle a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier. Quand Ruth a créé votre fonds en fiducie il y a 12 ans, peu avant son décès, elle a inclus plusieurs clauses de protection. Elle a été très spécifique sur qui pouvait accéder à l'argent et dans quelles circonstances. Diane a feuilleté les papiers. Le fonds en fiducie qu'elle vous a laissé spécifiquement est complètement séparé du fonds familial qu'elle a établi. Ce fonds familial fournit des distributions annuelles à vos parents et à votre sœur. J'ai froncé les sourcils. Je n'étais au courant d'aucun fonds familial. Ruth l'a délibérément gardé séparé. Elle voulait que vous ayez vos propres ressources, sans interférence familiale. L'expression de Diane était sérieuse. Vos parents reçoivent chacun 75 000 € par an, et Brooke en reçoit 30 000 €. Ces paiements se poursuivent pendant encore 3 ans, après quoi le fonds familial sera dissous. Ma tête tournait. Donc ils reçoivent déjà de l'argent chaque année. Oui, a-t-elle dit. Et votre fonds personnel, celui pour lequel tout le monde se bat, vous a été exclusivement légué. Elle a très clairement indiqué que les fonds étaient pour vous seul. Personne d'autre dans votre famille n'a de droit légal sur eux, quel qu'il soit. Je le sais, ai-je dit, mais il voulait que je le donne quand même à Brooke. Ce que vous ne pouvez pas faire, même si vous le vouliez, a dit Diane. Le fonds est structuré de manière à ce que vous ne puissiez faire aucun don ou virement de plus de 10 000 € à des membres de votre famille, sans mon approbation en tant que fiduciaire. Ruth a inclus cette clause spécifiquement pour vous protéger de la pression de vos proches. Je l'ai regardée, stupéfaite. Quoi? Votre grand-mère connaissait votre famille, a dit doucement Diane. Elle savait comment ils vous traitaient, par rapport à votre sœur. Elle avait anticipé que quelque chose comme ça pourrait arriver. Elle a sorti un autre document. Il y a plus. Si un membre de votre famille tente de vous contraindre, de vous menacer ou de vous blesser pour accéder à ces fonds, le fonds inclut une clause pénale automatique. Quel genre de pénalité, ai-je demandé. Tout membre de la famille qui tente de vous forcer à leur donner de l'argent de votre fonds personnel est automatiquement déshérité du fonds familial. Elle a précisé, cela inclut les distributions annuelles que vos parents reçoivent actuellement. J'ai eu le souffle coupé. Donc, s'ils m'ont blessé pour avoir mon argent. Ces paiements cessent immédiatement et de façon permanente, a dit Diane. Et les fonds restants du fonds familial vous reviennent à la place. Je n'arrivais pas à y croire.
Pourquoi n'étais-je au courant de rien de tout ça? Parce que Ruth m'a demandé de ne vous le dire que si cela devenait nécessaire, a dit doucement Diane. Elle espérait que votre famille vous laisserait tranquille. Elle espérait qu'il respecterait ses volontés. Elle a soupiré. Clairement, ça n'a pas été le cas. Diane a sorti son téléphone. J'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé ce soir, chaque détail. Et je dois prendre des photos de vos blessures. Au cours de l'heure suivante, je lui ai tout raconté. Elle a pris des notes, a enregistré ma déclaration, et a photographié chaque ecchymose et chaque coupure. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête d'un air sombre. C'est plus que suffisant. Tentative de contrainte, agression, coups et blessures. La clause pénale s'appliquera sans aucun doute. Elle a rangé son téléphone. Je déposerai les documents nécessaires dès demain matin. Les distributions de vos parents seront résiliées. Celles de Brooke aussi. Ils vont me pourchasser, ai-je dit doucement. Laissez-les essayer, a répondu Diane. Je vais également demander une ordonnance de non-communication en votre nom. Et étant donné ce qui s'est passé ce soir, je soupçonne que la police engagera des poursuites pénales. Elle s'est levée. En attendant, vous devez vous concentrer sur votre rétablissement. Ne contactez pas votre famille. Ne répondez pas à leurs messages. Laissez-moi tout gérer. Elle m'a laissé sa carte de visite et m'a demandé de l'appeler immédiatement si quelqu'un m'importunait. 5 jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital avec une ordonnance d'analgésique et des instructions strictes de repos. La commotion cérébrale avait été suffisamment grave pour qu'il me garde en observation plus longtemps que les 3 jours habituels. Mon oncle, le frère de mon père, qui avait apparemment été celui qui leur avait crié d'arrêter, est venu me chercher et m'a conduite à un hôtel. Il a payé pour un séjour de 2 semaines et s'est excusé au moins 20 fois de ne pas être intervenu plus tôt. Je ne pensais pas qu'il te ferait vraiment du mal, a-t-il dit, sa voix rauque de culpabilité. Je pensais qu'il se disputait juste. Le temps que je réalise ce qui se passait. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je rassuré. C'était lui qui avait appelé le 911. Il m'avait probablement sauvé la vie. Les appels ont commencé le lendemain. Ma mère a laissé 17 messages vocaux, son ton passant de la colère à la supplication, puis au désespoir. Mon père a envoyé des dizaines de textos, la plupart étant des menaces. Brooke m'a envoyé des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, me traitant d'égoïste, de sans-cœur, de cruel. Elle a publié des déclarations vagues sur Instagram, parlant de trahison familiale et de fausses sœurs. Je les ai tous bloqués. Diane a appelé le 8e jour. J'ai demandé des ordonnances de non-communication temporaire en votre nom, a-t-elle dit. Étant donné la gravité de l'agression et des menaces, le juge les a approuvées immédiatement. Vos parents et votre sœur ne peuvent vous contacter d'aucune manière. Des ordonnances permanentes seront programmées dans les prochaines semaines. Elle a fait une pause. Et j'ai des nouvelles intéressantes. Ma poitrine s'est serrée. Quel genre de nouvelles? Vos parents ont tenté d'intenter un procès, affirmant qu'ils ont droit à vos fonds en fiducie en tant qu'enfants de Ruth. Peuvent-ils faire ça, ai-je demandé. Ils peuvent essayer. Ils perdront, a-t-elle dit, semblant presque amusée. Le fonds est blindé. Mais leur tentative de vous poursuivre en justice déclenche une autre clause. Une autre clause? Bien sûr. Ruth a inclus une disposition stipulant que si un héritier conteste le fonds ou tente de réclamer des fonds qui ne lui sont pas destinés, il perd tout héritage futur et doit rembourser toutes les distributions qu'il a déjà reçues. Vous êtes sérieuse? Totalement, a dit Diane. Vos parents doivent maintenant à la succession la valeur restante des distributions qu'ils auraient reçues, soit environ 450 000 € combinés. Brooke en doit environ 90 000 €. J'ai ri. Ça faisait mal à mes côtes, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Ils ont 60 jours pour payer, a poursuivi Diane, où la succession placera des privilèges sur leurs biens et leurs actifs. Ils vont tout perdre. Très probablement, a-t-elle dit. Votre père a déjà refinancé leur maison 2 fois pour payer le style de vie de Brooke. Ils n'ont pas ce genre de liquidité. Elle a fait une nouvelle pause. Je dois aussi mentionner que plusieurs de vos proches m'ont contacté. Votre tante Stéphanie, votre oncle Paul. Ils veulent que vous sachiez qu'ils n'avaient aucune idée de ce que vos parents prévoyaient. Ils aimeraient maintenir des relations avec vous, si cela vous convient.
J'ai pensé à ma tante, qui me donnait des livres en cachette quand j'étais jeune, et à mon oncle, qui m'avait appris à changer un pneu quand mes parents refusaient. Les parents qui s'étaient réellement souciés de moi, même discrètement. J'y réfléchirai, ai-je dit. Le procès pénal a eu lieu 8 mois plus tard. Mes parents ont tous deux été accusés de voies de fait et de coups et blessures. Brooke a été accusée de complicité, car elle avait encouragé les coups et n'avait rien fait pour les arrêter. L'avocat de mon père a tenté de faire valoir que les émotions étaient vives, qu'il s'agissait d'un différend familial qui avait pris des proportions démesurées. Le procureur a présenté des photos de mes blessures, des dossiers médicaux documentant la commotion cérébrale, les côtes fêlées, les contusions, et les témoignages de mon oncle, du personnel du restaurant et d'autres témoins qui avaient vu ou entendu l'attaque. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Mon père a écopé de 18 mois de prison. Ma mère, de 15. Brooke a obtenu une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général, bien que son programme de master ait immédiatement annulé son admission après avoir appris les accusations. Je n'ai pas assisté au prononcé de la peine. Diane y est allée en mon nom et m'a envoyé un texto après, justice a été rendue. Ils avaient l'air anéantis. Bien. L'avis de saisie immobilière de la maison de mes parents est arrivé 2 semaines plus tard. Ils ne pouvaient pas rembourser ce qu'ils devaient à la succession. Ils ne pouvaient plus se permettre l'hypothèque. Ils ne pouvaient plus maintenir le style de vie qu'ils avaient bâti sur de l'argent emprunté et sur la générosité de ma grand-mère. Ils ont tout perdu, la maison, les voitures, leur réputation dans la communauté. Brooke a emménagé dans un studio dans un mauvais quartier et a trouvé un travail de serveuse. Son compte Instagram est devenu silencieux. Aux dernières nouvelles, elle sortait avec un type qui avait une moto et aucun avenir. J'ai tourné la page, mais le chemin n'a pas été aussi simple que ces 2 mots pourraient le suggérer. Les premières semaines après ma sortie, je suis resté dans la chambre d'hôtel que mon oncle avait payée. Mon corps a guéri plus vite que mon esprit. Les côtes ont cessé de me faire mal. Les bleus sont passés du violet au jaune, puis ont disparu. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la main de mon père s'approcher de mon visage. Chaque bruit inattendu me faisait sursauter. Mon oncle Paul prenait de mes nouvelles tous les jours, m'apportant des courses et me tenant compagnie. Sa femme, ma tante Stéphanie, venait me voir avec des magazines et de la soupe maison. Il faisait attention à ne pas m'étouffer, mais leur présence me rappelait que tout le monde dans la famille n'était pas toxique. On aurait dû le voir plus tôt, a dit Stéphanie un après-midi, les yeux rouges. La façon dont il te traitait, par rapport à Brooke. On savait que ce n'était pas juste, mais on ne pensait pas qu'ils en arriveraient là. Ce n'est pas votre faute, les jeux assuraient. Mais leur culpabilité était palpable. Ils avaient été témoins d'années de favoritisme, de mépris, de négligence affective. Ils étaient restés silencieux pour préserver la paix. Maintenant, ils essayaient de se racheter. J'ai trouvé une thérapeute grâce à une recommandation de l'hôpital. Le docteur Angela Reeves était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants et à l'approche directe. Elle n'a rien édulcoré lors de notre première séance. Ce qui vous est arrivé est un traumatisme, a-t-elle dit simplement. Vos parents, les personnes qui étaient censées vous protéger, vous ont attaqué. Cela prendra du temps à digérer. Des années, probablement. Quiconque vous dit le contrairement. J'ai apprécié son honnêteté. Nous nous sommes vus 2 fois par semaine au début, puis 1 fois par semaine, à mesure que je me stabilisais. Elle m'a appris des techniques d'ancrage pour les crises de panique. Elle m'a aidé à comprendre que le traitement que me réservait ma famille n'avait pas commencé avec les coups, c'était toute une vie de négligence affective qui avait culminé en violence physique. Il vous voyait comme une ressource, a expliqué le docteur Reeves lors d'une séance, pas comme une personne, pas comme une fille ou une sœur. Une ressource à exploiter en cas de besoin et à ignorer le reste du temps. La clarté de ses propos était douloureuse, mais elle m'a aussi libéré. J'ai cessé de me demander ce que j'avais fait de mal. J'ai cessé de me demander si j'aurais pu gérer la situation différemment. Ils m'avaient montré qui ils étaient. Je l'avais enfin accepté. Durant mon 2e mois à l'hôtel, j'ai commencé à chercher un logement permanent. L'hôtel me semblait temporaire, instable. J'avais besoin d'un espace à moi. Diane m'a mise en contact avec une agente immobilière, une femme joyeuse nommée Patricia Chang, qui n'a pas posé de questions sur les raisons pour lesquelles une jeune femme de 28 ans sans meubles cherchait une maison seule. Nous avons visité 15 endroits. Trop petits,
trop cher, mauvais quartier, odeur étrange. Rien ne semblait convenir jusqu'à ce que Patricia me montre une maison de 3 chambres dans un quartier calme de l'est de la ville. Elle avait un porche, un jardin clôturé, et assez d'espace pour que je ne me sente pas à l'étroit. La cuisine avait été récemment rénovée avec des comptoirs en granit et des appareils en acier inoxydable. L'une des chambres supplémentaires ferait un bureau parfait. C'est ça, ai-je dit, debout dans le salon vide, alors que la lumière du soleil filtrait par les fenêtres. Patricia a souri. Je pensais que celle-ci vous plairait. J'ai fait une offre l'après-midi même. Le fonds en fiducie a rendu l'achat possible sans hypothèque, bien que Diane m'ait conseillé de garder la majorité de l'argent investi. Votre grand-mère voulait que vous soyez à l'aise, pas imprudente, avait-elle dit. La vente a été conclue 3 semaines plus tard. J'ai engagé des déménageurs, même si je ne possédais presque rien. Toute ma vie d'adulte tenait dans une douzaine de boîtes, des vêtements, des livres, mon ordinateur portable, quelques articles de cuisine. Entrer dans cette maison vide avec ma collection pathétique de biens aurait dû être déprimant. Au lieu de cela, cela ressemblait à une promesse. J'ai passé la première semaine à simplement exister dans l'espace. J'ai commandé un matelas en ligne et j'ai dormi par terre jusqu'à son arrivée. Je mangeais des plats à emporter, assise sur le comptoir de la cuisine. Je m'asseyais sur la terrasse arrière le soir, écoutant les grillons et sentant quelque chose se dénouer dans ma poitrine. C'était à moi. Mes parents ne pouvaient pas me l'enlever. Brooke ne pouvait pas l'exiger. Personne ne pouvait me dire que je ne le méritais pas. Lentement, j'ai commencé à meubler l'endroit. Un canapé d'un magasin de meubles local. Une table de cuisine avec 4 chaises. Même si je vivais seul, le docteur Reeves disait qu'il était important de créer de l'espace pour de futures relations, même si elles semblaient impossibles pour le moment. Un bureau pour l'une des chambres d'amis, des étagères que j'ai remplies de manuels techniques et de romans que je voulais lire depuis des années. J'ai accroché des œuvres d'art au mur, des pièces abstraites d'artistes locaux qui me parlaient d'une manière que je ne pouvais pas articuler. J'ai acheté des plantes et j'ai réussi à garder la plupart d'entre elles en vie. J'ai investi dans une cafetière qui coûtait plus cher que mon premier ordinateur portable et j'ai appris à faire du café filtre. La maison est devenue mon sanctuaire. Stéphanie et Paul sont devenus des figures régulières dans ma vie. Les brunchs du dimanche avec Stéphanie sont devenus une tradition. Elle arrivait avec des pâtisseries et des fleurs fraîches, et nous nous asseyions à ma table de cuisine pendant des heures, parlant de tout sauf de mes parents. Paul venait m'aider à assembler des meubles et m'apprenait les bases de la réparation domestique. Il m'a montré comment changer les filtres à air et déboucher les canalisations, des connaissances pratiques que mes parents ne s'étaient jamais donné la peine de partager. « Tu t'en sors vraiment bien », a dit Stéphanie un dimanche, en regardant autour de la maison. « Je suis fier de toi. » Les mots ont eu un impact plus fort qu'ils n'auraient dû. Personne dans ma famille immédiate n'avait jamais dit être fier de moi. Ni à ma remise de diplôme. Ni quand j'ai eu mon emploi. Jamais. Merci, ai-je réussi à dire, la gorge serrée. Elle a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Ruth serait fière, elle aussi. Elle a toujours su que tu étais spécial. Le travail est devenu mon prochain objectif. J'avais été en congé maladie pendant 7 mois, d'abord pour récupérer physiquement, puis pour faire face au procès et à ses conséquences. Mon entreprise avait été compréhensive tout au long. Mon patron, Kevin Martinez, appelait toutes les 2 semaines pour prendre de mes nouvelles, ne me pressant jamais de revenir, mais indiquant clairement que mon poste m'attendait dès que je serais prête. Prenez votre temps, avait-il dit après la fin du procès. On vous soutient. Je suis revenue le 8e mois, nerveuse et incertaine. Mes collègues m'ont accueilli sans chercher à savoir ce qui s'était passé. Jennifer, qui était assise dans le box à côté du mien, m'a apporté du café tous les matins pendant 1 semaine et m'a incluse dans les plans de déjeuner sans en faire toute une histoire. Le travail lui-même a été un soulagement. Le code avait un sens que les gens n'avaient pas. Si quelque chose se cassait, on pouvait le déboguer. Si quelque chose ne fonctionnait pas, on pouvait le réparer. Il y avait des problèmes clairs avec des solutions logiques, pas de manipulation émotionnelle, pas d'agenda caché. Je me suis plongé dans les projets. Je restais tard la plupart des soirs, trouvant du réconfort dans le bureau calme après le départ de tout le monde. J'ai accepté des missions supplémentaires. Je me suis porté volontaire pour les problèmes difficiles que les autres développeurs évitaient. Kevin l'a remarqué.
3 mois après mon retour, il m'a convoqué dans son bureau. J'y suis allé l'estomac noué, m'attendant à des critiques ou à des inquiétudes concernant mes heures excessives. Au lieu de cela, il m'a offert une promotion, développeuse senior, augmentation de 20%, opportunité de leadership. Vous êtes l'une de nos meilleures, a-t-il dit simplement. J'aurais dû vous promouvoir il y a 1 an, mais je n'étais pas sûr que vous resteriez. Maintenant, je le suis. J'ai accepté immédiatement. Le nouveau rôle s'accompagnait de plus de responsabilités, mais aussi de plus de respect. Soudain, les développeurs juniors venaient me poser des questions. J'étais invité aux réunions d'architecture. Mes opinions comptaient. Cette validation me semblait étrange. J'avais passé si longtemps à être invisible dans ma famille qu'être reconnu au travail était presque inconfortable. Mais j'ai appris à l'accepter, à reconnaître que je l'avais mérité par ma compétence et mon travail acharné, et non par la manipulation ou le favoritisme. 6 mois après l'agression, Diane a appelé avec une mise à jour. Vos parents ont officiellement déclaré faillite, a-t-elle dit. La maison a été vendue aux enchères pour moins que ce qu'ils devaient. Ils ont perdu leur voiture. La plupart de leurs biens ont été vendus pour couvrir les dettes. J'ai attendu qu'une émotion me frappe, le triomphe, la satisfaction, la vengeance. Rien n'est venu. Ils vivent dans un 2 pièces dans le quartier industriel, a poursuivi Diane. Votre père travaille dans un entrepôt. Votre mère fait des ménages. J'aurais dû ressentir quelque chose. Au lieu de cela, je me sentais vide. Ils ont fait leur choix, ai-je dit. Ce sont les conséquences. Et Brooke, ai-je demandé. Toujours serveuse, a dit Diane. Elle a été arrêtée 2 fois pour vol à l'étalage. Des broutilles, du maquillage, des vêtements. Les charges ont été abandonnées les 2 fois, mais c'est dans son dossier. Elle a fait une pause. Elle a aussi essayé de vous contacter via plusieurs faux comptes de réseaux sociaux. J'ai documenté chaque tentative, au cas où nous aurions besoin de renforcer l'ordonnance de non-communication. Elle doit tourner la page, ai-je dit. Vos parents aussi, a répondu Diane. Mais ils ne le font pas. Sa voix est devenue sérieuse. J'ai entendu dire, par des connaissances communes, qu'ils racontent que vous leur avez volé leur argent, que le fonds en fiducie de Ruth aurait dû être partagé équitablement. Ils se présentent comme des victimes. Laissez-les faire, ai-je dit. Quiconque croit ça ne vaut pas mon temps. Pourtant, les mensonges me dérangeaient plus que je ne voulais l'admettre. Je me suis surprise à chercher les noms de mes parents sur Google, à lire leurs rares publications sur les réseaux sociaux. Ma mère avait écrit un long message sur Facebook, parlant d'enfants ingrats et d'abus financiers. Plusieurs de ses amis avaient commenté avec soutien et sympathie. Je l'ai montré au docteur Reeves lors de notre séance suivante. Elle l'a lu attentivement, puis m'a rendu mon téléphone. Comment vous sentez-vous par rapport à ça? En colère. Ils n'ont pas le choix, a dit le docteur Reeves. Accepter la responsabilité signifierait reconnaître ce qu'ils ont fait, qu'ils ont agressé leur propre fille pour de l'argent, qu'ils ont détruit leur famille par cupidité et arrogance. C'est trop douloureux pour eux à affronter. Alors, ils réécrivent le récit. Mais les gens les croient. Certaines personnes le feront, a-t-elle dit, surtout celles qui ne connaissent pas toute l'histoire. Mais les personnes qui comptent votre tante, votre oncle, vos amis connaissent la vérité. Elle s'est penchée en avant. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vos parents disent ou qui les croient. Vous ne pouvez contrôler que la façon dont vous réagissez. Et la meilleure réponse est de bien vivre. Bien vivre. Le concept semblait abstrait. Mais j'ai essayé de l'adopter. J'ai commencé à aller à la salle de sport, pas de manière obsessionnelle, juste assez pour me sentir à nouveau forte, pour me rappeler que mon corps était à moi et que je pouvais le rendre puissant. J'ai engagé un entraîneur personnel nommé Marcus, qui m'a poussé plus fort que je ne l'avais jamais fait. Après 3 mois, je pouvais faire de vraies pompes. Après 6, je pouvais soulever mon propre poids. Je me sentais comme une, forte, capable, inarrêtable. J'ai aussi recommencé à sortir, bien que ce fût plus compliqué. Le premier homme avec qui je suis sorti était un ingénieur logiciel que j'avais rencontré lors d'une conférence. Le dîner s'est bien passé jusqu'à ce qu'il commence à se plaindre de sa famille, qui attendait trop de lui financièrement. J'ai prétexté une excuse et je suis parti avant le dessert. Le deuxième semblait prometteur,
jusqu'à ce qu'il mentionne que son ex-petite amie était trop indépendante et qu'il préférait les femmes qui avaient besoin de lui. Je l'ai ignoré après ça. J'ai eu quelques autres rendez-vous. Aucun n'était spectaculaire, mais j'ai appris que j'appréciais moins le processus que ma propre compagnie. Peut-être que cela changerait un jour. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'allais bien. Pendant ce temps, ma carrière continuait de s'épanouir. 8 mois après ma promotion, Kevin m'a approché avec une proposition. Nous ouvrons une antenne, a-t-il expliqué, axée sur les technologies émergentes, IA, apprentissage automatique, blockchain. Je veux que vous dirigiez l'équipe de développement. Moi. Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Vous êtes la mieux placée, a-t-il dit. Vous avez les compétences techniques, le potentiel de leadership et la vision. De plus, vous n'avez pas peur de prendre des risques. Il a souri. Qu'en dites-vous? J'ai dit oui sans hésiter. Le nouveau rôle signifiait plus d'heures et plus de stress, mais aussi une liberté créative. J'ai engagé une équipe de 5 développeurs, tous brillants et ambitieux. Nous travaillons dans un espace de coworking en centre-ville, entouré d'autres startups et entrepreneurs. L'énergie était contagieuse. Nous réfléchissions jusqu'à tard dans la nuit, nourris de pizza et d'ambition. Nous célébrions les petites victoires et apprenions de nos échecs. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de construire quelque chose de significatif. L'un de mes développeurs, un jeune de 24 ans nommé Tyler Chen, me rappelait moi-même à cet âge, intelligent, motivé, sous-estimé. Il est venu me voir un jour, l'air nerveux. Je peux vous poser une question personnelle. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Comment gérez-vous une famille qui ne vous soutient pas? La question m'a prise au dépourvu. Pourquoi demandez-vous? Il s'est agité, mal à l'aise. Mes parents veulent que j'arrête la technologie pour reprendre leur restaurant. Ils pensent que c'est une perte de temps. Ils n'arrêtent pas de me dire que je gâche mon avenir. Je l'ai étudié un moment. Que voulez-vous, vous? Ça, a-t-il dit immédiatement. Je veux construire des choses, créer des choses. Je ne veux pas passer ma vie à servir des raviolis. Sans vouloir offenser mes parents. Alors faites-le, ai-je dit. Les rêves de vos parents pour vous ne sont pas votre responsabilité. Vous n'avez qu'une vie. Vivez-la pour vous, pas pour eux. Mais ils vont être tellement déçus. Ils s'en remettront, ou pas, ai-je dit. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas sacrifier votre bonheur pour le leur. J'ai fait une pause, décidant de la part de mon histoire que je voulais partager. Ma famille a aussi essayé de me contrôler. Ils voulaient que je leur donne de l'argent et que je vive ma vie selon leurs priorités. Quand j'ai refusé, ils m'ont fait beaucoup de mal. Partir a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Les yeux de Tyler se sont agrandis. Que s'est-il passé? Je lui ai donné la version abrégée, omettant les pires détails. Il a écouté attentivement, puis a hoché la tête lentement. Merci, a-t-il dit. J'avais besoin d'entendre ça. Il est resté dans l'entreprise. 6 mois plus tard, il m'a montré un texto de sa mère, je ne comprends pas tes choix, mais j'essaie de les accepter. C'est un progrès, lui ai-je dit. 1 an et demi après l'agression, Diane a appelé avec une nouvelle inattendue. Vos parents ont engagé un autre avocat, a-t-elle dit. Ils tentent de faire appel de la décision concernant le fonds en fiducie. Mon estomac s'est serré. Pour quel motif? Cet avocat prétend que Ruth était mentalement incompétente lorsqu'elle a créé le fonds, et qu'il y a eu abus d'influence. Diane a ajouté, c'est complètement infondé. Ruth a été évaluée par plusieurs médecins. Elle était vive comme l'éclair jusqu'au jour de sa mort. Mais nous devrons répondre à la requête. La procédure d'appel a duré des mois, plus de frais de justice, plus de paperasse, plus de rappels que mes parents n'arrêteraient jamais d'essayer de prendre ce qui ne leur appartenait pas. Le juge a rejeté l'appel en un seul paragraphe, le qualifiant de frivole et sans fondement. Il a également ordonné à mes parents de payer les frais de justice de la succession, ajoutant 45 000 € à leur dette existante. Ils n'accepteront jamais ça, ai-je dit à Diane après. Non, a-t-elle convenu. C'est vrai. Mais ils sont aussi à court d'options. J'ai essayé de me concentrer sur le positif. Mon antenne prospérait.
Nous avons développé 3 applications réussies qui ont attiré l'attention de grands investisseurs. Kevin a parlé de nous transformer en notre propre entreprise, avec moi comme cofondatrice. Vous avez quelque chose de spécial ici, a-t-il dit en montrant le bureau du geste. Ça ne ressemble pas à une antenne d'entreprise. Ça ressemble à une start-up. Nous devrions officialiser ça. L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Lancer ma propre entreprise signifiait un risque. Cela signifiait un échec potentiel, mais aussi la liberté. J'ai passé des semaines à faire des calculs, à consulter Diane sur les implications financières, et à parler au Dr Reeves pour savoir si j'étais prête pour ce niveau de responsabilité. Que vous dit votre instinct, a demandé le Dr Reeves. Que je devrais le faire, ai-je dit. Alors faites-le. J'ai utilisé une partie du fonds en fiducie pour acheter une belle maison de 3 chambres dans un quartier calme. J'ai lancé ma propre entreprise de développement de logiciels, qui a grandi plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai adopté un chien, un Golden Retriever nommé Max, qui m'accueillait chaque jour comme si j'étais la personne la plus importante au monde. J'ai renoué avec ma tante Stéphanie et mon oncle Paul. Nous dînions ensemble une fois par mois. Ils s'excusaient constamment de ne pas avoir vu à quel point les choses allaient mal, de ne pas s'être opposés à mes parents plus tôt. Je leur ai pardonné. Ce n'était pas eux qui m'avaient blessé. Le lancement de l'entreprise a eu lieu un mardi de septembre. Nous avons passé 3 mois à nous préparer, à créer la société, à déposer des brevets et à obtenir notre premier tour de financement. Kevin nous a mis en contact avec des investisseurs, et nous avons présenté notre projet à cette entreprise avant de trouver le bon partenaire. Le jour où nous avons signé les papiers, j'ai emmené mon équipe dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Nous avons trinqué avec du vin cher, riant et rêvant de l'avenir. Tyler a fait un discours décousu sur l'importance de cette opportunité pour lui. Sarah, notre designer UX, a versé des larmes de joie. À la prise de risque, ai-je dit en levant mon verre. Tout le monde a repris le toast. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment optimiste quant à ce qui allait suivre. Max est entré dans ma vie peu après le lancement réussi de l'entreprise, tout à fait par hasard. J'étais au marché fermier un samedi matin quand j'ai vu l'événement d'adoption. Un refuge local avait installé des tables avec des photos de chiens disponibles. La plupart des gens passaient sans s'arrêter, mais quelque chose m'a fait marquer une pause. Une bénévole s'est approchée de moi immédiatement. « Vous cherchez à adopter ?» « Je ne sais pas, ai-je dit. »« Peut-être. Je n'ai jamais eu de chien. »« Eh bien, venez rencontrer certains de nos petits. » Elle m'a présenté plusieurs chiens, mais aucun ne m'a particulièrement touché. Puis elle a amené Max, un Golden Retriever de 3 ans qui avait été abandonné lorsque son ancien propriétaire avait déménagé à l'étranger. « C'est un amour, a dit la bénévole. Super avec les gens, propre, adore les câlins. » Max m'a regardé avec des yeux bruns pleins d'âme et a remué la queue. Je me suis agenouillé, et il a immédiatement pressé sa tête contre ma poitrine. Quelque chose s'est fendu dans mon cœur. Je le prends, ai-je dit. La bénévole a cligné des yeux. Vous ne voulez pas y réfléchir? Nous recommandons généralement. Je le prends. Ramener Max à la maison a transformé l'endroit. Soudain, j'avais une raison de me lever à une heure fixe chaque matin. J'avais quelqu'un qui avait besoin de moi, qui était excité de me voir, qui se fichait de l'argent, du succès ou des drames familiaux. Il voulait juste de la nourriture, des promenades et de l'affection. Nous avons développé une routine, des promenades le matin avant le travail, des promenades le soir après. Le week-end, nous allions au parc à chiens où Max s'épuisait à courir après des balles de tennis. Je m'asseyais sur un banc et le regardais, ressentant quelque chose qui ressemblait à de la paix. Le docteur Reeves a dit que le chien était bon pour moi. Vous réapprenez à faire confiance, a-t-elle dit. À laisser quelqu'un dépendre de vous sans craindre qu'il ne vous blesse. Elle avait raison. L'amour inconditionnel de Max m'a lentement appris que toutes les relations n'étaient pas transactionnelles. À cette époque, j'ai aussi commencé à faire du bénévolat. Une organisation locale à but non lucratif organisait des ateliers de codage pour les enfants défavorisés, et ils cherchaient toujours des mentors. J'ai commencé à donner un cours le samedi matin, des concepts de programmation de base pour des collégiens qui ne pouvaient pas se permettre des camps coûteux ou des tuteurs privés. La première session a été maladroite. Je n'avais pas l'habitude de travailler avec des enfants. Mais à la 3e semaine,
j'avais trouvé mon rythme. Les enfants étaient avides d'apprendre, posant des questions plus vite que je ne pouvais y répondre. Une fille, Taylor, me rappelait vivement moi-même à cet âge, calme, intense, absorbant tout. « Vous êtes vraiment doué pour ça », m'a-t-elle dit après le cours un jour. « Tu crois ? » Oui. Mon prof à l'école se contente de lire des manuels. Vous expliquez vraiment les choses pour qu'elles aient un sens. Ce compliment signifiait plus que n'importe quelle évaluation de performance. J'ai commencé à préparer des leçons plus élaborées, à inviter des intervenants, et à organiser un hackathon où les enfants pouvaient présenter leurs projets. Taylor a créé un site web pour aider sa grand-mère à suivre ses médicaments. Un autre élève a créé un jeu sur le changement climatique. Les voir réussir me procurait plus de satisfaction que n'importe quelle réussite personnelle. 1 an et demi après l'agression, environ 6 mois après avoir lancé l'entreprise, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle avait été transmise par Diane, qui l'avait d'abord examinée pour s'assurer qu'elle n'était pas menaçante. L'enveloppe était fine, l'écriture tremblante. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants, ne sachant pas à quoi m'attendre. La lettre faisait 2 pages, écrite sur du papier de cahier bon marché. Les mots de ma mère étaient soigneusement choisis, clairement préparés. Elle ne s'excusait pas pour l'agression. Au lieu de cela, elle l'expliquait. Ils avaient été sous pression. Les émotions avaient été vives. Les choses avaient dégénéré. Puis venait le véritable but, une demande d'argent. Pas 1,5 million d'euros cette fois, mais 50 000 euros, juste assez pour les aider à se remettre sur pied. Mon père ne trouvait pas de travail décent avec son casier judiciaire. Ils étaient en retard sur leur loyer. Brooke avait aussi des difficultés. Je pouvais sûrement leur épargner quelque chose, maintenant que j'avais tant. La lettre se terminait par une phrase qui m'a fait bouillir le sang, « Nous sommes toujours tes parents. Les liens du sang sont plus forts que tout. » Je l'ai lu 2 fois, sentant mon pouce accélérer. Puis j'ai appelé Diane. « Avez-vous vu ce qu'elle a écrit ?» ai-je demandé. « Oui », a dit Diane. « Que voulez-vous faire ?» Puis-je répondre, ou cela violerait-il l'ordonnance de non-communication ? Vous pouvez répondre par mon intermédiaire. Je déconseillerais un contact direct. Diane a fait une pause. Que voulez-vous dire ? J'y ai réfléchi un long moment. Une partie de moi voulait écrire une réponse cinglante, énumérant toutes les façons dont il m'avait manqué. Une partie de moi voulait l'ignorer complètement. Finalement, j'ai dicté une seule phrase à Diane, la réponse est non, et toute demande future sera ignorée. Diane a envoyé la lettre en mon nom. Je n'ai jamais su si mes parents avaient répondu. Mais j'ai pris une mesure supplémentaire. J'ai passé la lettre de ma mère dans mon destructeur de papier, regardant les mots se dissoudre en bandes insignifiantes. Puis j'ai supprimé toutes les photos numériques que j'avais de mes parents et de Brooke. Je les ai retirées de mes contacts d'urgence. J'ai mis à jour mes directives médicales pour m'assurer qu'ils n'auraient aucune voix au chapitre dans mes décisions de santé. Je les ai effacées systématiquement, délibérément, complètement. Le docteur Reeves m'a demandé si je me sentais coupable de les avoir coupés de ma vie si radicalement. Non, ai-je dit honnêtement. Je me sens libre. L'entreprise a atteint son premier jalon majeur ce printemps-là. Nous avons développé un outil de gestion de projet basé sur l'IA que plusieurs entreprises du Fortune 500 voulaient acquérir sous licence. Les contrats valaient des millions. Mon équipe a travaillé sans relâche pour finaliser le logiciel, corriger les bugs et préparer le lancement. La nuit précédant la sortie officielle, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au chemin parcouru. 2 ans plus tôt, j'étais inconsciente sur le sol d'un restaurant, battue par mes propres parents. Maintenant, je dirigeais une entreprise prospère, je vivais dans une belle maison, entouré de gens qui se souciaient vraiment de moi. La transformation me semblait surréaliste. Le lancement du produit s'est déroulé sans accroc. En 1 mois, nous avions signé des contrats avec 8 clients majeurs. En 3 mois, nous avons embauché 10 employés supplémentaires et déménagé dans de vrais bureaux. Les investisseurs étaient ravis. Kevin n'arrêtait pas de plaisanter en disant que je l'avais rendu riche. Mais le succès a apporté la visibilité, et la visibilité a attiré une attention non désirée. J'ai appris l'existence de l'interview par un collègue qui m'a envoyé un lien avec un message inquiet, « C'est ta famille ?» L'article était dans un journal alternatif local, connu pour ses histoires humaines.
Le titre disait « Des parents parlent de leur fille qui les a abandonnés ». Mon estomac s'est noué en le lisant. Ma mère et mon père avaient donné une longue interview, se présentant comme les victimes d'une fille cruelle et avide d'argent. Selon eux, le fonds en fiducie de Ruth m'avait empoisonné. J'étais devenu obsédé par la richesse et le statut. Quand ils avaient essayé d'avoir une conversation familiale calme sur l'aide à apporter à Brooke pour ses études, j'avais surréagi et porté de fausses accusations qui avaient conduit à leur arrestation. L'article citait ma mère, nous avons peut-être haussé le ton, mais nous n'avons jamais eu l'intention de la blesser. Elle a tout exagéré pour justifier de prendre de l'argent qui aurait dû être partagé avec toute la famille. Il y avait des photos, mes parents, l'air fatigués et usés dans leur petit appartement, pleurant devant la caméra. Une photo de leur maison saisie avec une légende sur le fait d'avoir tout perdu. L'article se terminait par l'appel de ma mère, nous voulons juste retrouver notre fille. Nous sommes prêts à tout pardonner si elle rentre à la maison. J'ai tout lu 2 fois, les mains tremblantes de rage. Puis je l'ai transféré à Diane avec une seule question, pouvons-nous les poursuivre? Elle m'a rappelé dans l'heure. Possiblement pour diffamation, a-t-elle dit, mais je le déconseillerais. Pourquoi, ai-je demandé. Les poursuivre leur donnerait plus d'attention, ce qui est ce qu'ils veulent, a dit Diane. Cela vous maintiendrait liés à eux aux yeux du public. Donc je les laisse mentir? Vous les laissez raconter leur version, a-t-elle dit, et vous vivez votre vérité. Quiconque vous connaît vraiment verra clair dans leur jeu. Sa voix s'est adoucie. Je sais que c'est difficile, mais interagir avec eux, même par le biais d'un procès, leur donne du pouvoir. Les ignorer le leur enlève. Elle avait raison. Mais cela ne rendait pas la colère plus facile à supporter. Jennifer, du travail, m'a montré les commentaires de soutien que les gens avaient laissés sur les réseaux sociaux de l'entreprise, après que quelqu'un ait fait le lien avec l'article. N'écoutez pas les ragots. Nous savons qui vous êtes vraiment. La famille n'est pas toujours une question de sang. Mon équipe s'est ralliée autour de moi sans en faire toute une histoire. Tyler a apporté du café. Sarah a organisé un apéro. Personne n'a mentionné l'article directement, mais leur soutien était clair. Stéphanie a appelé ce soir-là, furieuse. J'ai vu ce qu'ils ont fait, a-t-elle dit. Ces menteurs manipulateurs. Elle a pris une profonde inspiration. Veux-tu que j'écrive une réponse? Que je rétablisse la vérité? Non, ai-je dit. Diane dit que réagir ne fait qu'empirer les choses. Ils te font passer pour un monstre. Pour les gens qui ne me connaissent pas, ai-je dit. Tous ceux qui comptent connaissent la vérité. J'ai fait une pause. Je ne vais plus leur consacrer mon énergie. Ils en ont déjà pris assez. Stéphanie est restée silencieuse un moment. Tu es plus forte que je ne pourrais l'être. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit en pensant à grand-mère Ruth. L'article a disparu de la conscience publique en une semaine, remplacé par de nouveaux scandales et tragédies. Quelques personnes qui ne me connaissaient pas bien m'ont posé des questions, et je leur ai donné la vérité abrégée, mes parents m'avaient agressé, avaient été condamnés, et essayaient maintenant de réécrire l'histoire. La plupart des gens ont accepté cette explication et sont passés à autre chose. Mais l'expérience m'a laissé secouer. Je pensais que suffisamment de temps s'était écoulé. Au lieu de cela, mes parents essayaient toujours de contrôler le récit, toujours de se présenter comme des victimes. Le docteur Reeves m'a aidé à digérer ça. Ils sont désespérés, a-t-elle dit. Leurs vies se sont effondrées, et ils ne peuvent pas accepter la responsabilité. Vous blâmer est plus facile que d'affronter ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça s'arrêtera un jour, ai-je demandé. Probablement pas complètement, a-t-elle dit. Mais ce sera plus facile à ignorer, et finalement, les gens cesseront de se soucier de leur histoire. Elle avait encore raison. En un mois, j'avais presque oublié l'article. Ma vie était trop pleine, trop positive pour gaspiller de l'énergie sur leur amertume. J'ai renoué avec de vieux amis de l'université qui avaient entendu parler de mon entreprise. Nous avons dîné ensemble, et cela m'a semblé étonnamment normal, comme si le temps n'avait pas passé. Ils m'ont posé des questions sur l'entreprise, sur ma maison, sur Max. Personne n'a évoqué ma famille, à moins que je ne le fasse en premier. Certaines personnes n'apprennent jamais. Ils m'avaient battu jusqu'à l'inconscience, avaient essayé de me voler, s'étaient battus contre les conséquences à chaque étape, et maintenant ils voulaient que je les sauve. Non. Je ne leur devais rien.
Grand-mère Ruth s'en était assurée. 2 ans plus tard, soit 4 ans après cette nuit chez Marcelo S., mon entreprise a décroché un contrat majeur avec un géant de la technologie. L'accord valait des millions. Mon équipe a célébré avec du champagne au bureau. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai nourri Max, et je me suis assise sur ma terrasse arrière, à regarder le coucher du soleil. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre toute attente, je l'ai ouvert. C'était Brooke. J'espère que tu es heureuse. Maman et papa sont misérables. Tu as détruit cette famille. J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai répondu, non, c'est vous qui l'avez détruite, quand vous avez décidé que mon argent était plus important que ma sécurité. Ne me contacte plus. J'ai bloqué le numéro et supprimé la conversation. La vérité, c'est que j'étais heureuse. Plus heureuse que je ne l'avais jamais été en essayant d'obtenir l'approbation de gens qui ne me la donneraient jamais. Plus heureuse que lorsque je prétendais que les liens du sang signifiaient quelque chose, alors qu'il n'y avait pas d'amour derrière. Grand-mère Ruth l'avait su. Elle avait vu ce qu'étaient mes parents, ce que Brooke devenait. Elle m'a protégé de la seule manière qu'elle pouvait, avec des documents juridiques blindés et une avocate qui prenait son travail au sérieux. Ma vraie famille se composait maintenant de ma tante et de mon oncle, de mes amis du travail, de mon chien, et de la vie que j'avais construite sans l'aide de personne d'autre que moi-même. Et quelque part, j'aime à penser que grand-mère Ruth souriait. Ils m'avaient demandé 1,5 million d'euros. Au lieu de ça, ils avaient tout perdu et m'avaient offert la vie que j'avais toujours méritée. L'avocate qui s'était présentée dans cette chambre d'hôpital ne m'avait pas seulement apporté des nouvelles, elle m'avait apporté la justice, enveloppée dans des clauses juridiques que ma grand-mère avait rédigées des années plus tôt. Anticipant le pire de la part des personnes en qui elle était censée avoir le plus confiance. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas quelque chose que l'on planifie. Parfois, c'est quelque chose que quelqu'un qui vous aimait a planifié pour vous, sachant que vous auriez besoin de protection après son départ. J'ai levé mon verre de vin vers le coucher du soleil, à grand-mère Ruth, et à l'avenir que j'avais mérité malgré tout. Merci, ai-je murmuré. Le ciel est devenu violet et or. Max a pressé sa tête contre ma jambe. À l'intérieur de la maison, mon téléphone s'est allumé avec des messages de mon équipe, déjà enthousiaste à l'idée de notre prochain projet. J'ai souri et je suis rentré, fermant la porte sur le passé.